Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette présentation monumentale et intégrale de notre dossier maître. Le projet n'est ni une théorie finale fermée, ni une simple intuition libre. C'est un programme scientifique effectif, hiérarchisé et testable, déjà suffisamment structuré pour être défendu. Il ne s'agit pas de nier la relativité générale, mais de proposer une reformulation effective où certains phénomènes sont relus à partir d'un milieu physique actif. Le chapitre 2 établit une distinction centrale, l'espace est le cadre géométrique abstrait, tandis que le bulk est le contenu physique actif de cet espace. La physique est alors décrite comme la dynamique des transitions accessibles, contraintes ou fermées par l'état local du milieu. Le chapitre 3 introduit la variable centrale du noyau, le champ scalaire eta de x et t. Elle représente l'état local du bulk et sa contrainte dynamique. Lorsque eta est faible, le bulk est plus disponible et ouvert. Lorsqu'il est élevé, le milieu est plus saturé, plus résistant et plus fermé. Nos axiomes posent que le vide est un milieu continu, que ce milieu possède un état décrivable par état, et que la matière agit comme source de cet état. Le quatrième axiome définit la gravité comme une conséquence des gradients du bulk, tandis que le temps reste intrinsèque. Le noyau est ainsi séparé des extensions avancées. Le chapitre 5 introduit l'équation de champ effective. Elle contient un terme inertiel, un potentiel interne, une diffusion et un couplage matière-bulk. En régime stationnaire, le modèle conduit à une solution de type Yukawa, assurant un raccord crucial avec le comportement newtonien à courte distance. Le chapitre 6 transforme la dynamique du champ en dynamique des corps. La gravité devient la réponse cinématique d'un système plongé dans un milieu variable. Le chapitre 7 introduit le facteur xi, articulant l'état du bulk avec le volume physique effectif et la densité effective de matière. Le chapitre 8 précise que le temps fondamental ne se dilate pas. Ce sont les processus physiques de mesure qui changent de cadence selon l'état du milieu. La troisième partie ouvre la couche avancée du modèle, nécessaire lorsque le premier ordre apparent ne suffit plus. Le chapitre 9 introduit l'invariant local de structure fine, noté IE, et une mémoire causale locale, notée M, pour enrichir la description du bulk. Le chapitre 10 distingue l'apesanteur faible de l'apesanteur forte, cette dernière exigeant une structure fine négligeable et une mémoire relaxée. Le chapitre 11 étudie les géométries discriminantes, configuration où le premier ordre s'annule pour rendre visibles les contributions plus fines. Le chapitre 12 définit les cas tests exploitables et impose une discipline interne pour empêcher toute surinterprétation a posteriori. Le chapitre 13 explicite les signatures attendues, des contrastes résiduels cohérents marquant le passage de la théorie à la contrainte expérimentale. La quatrième partie fixe la méthode générale de validation, reposant sur des contrastes différentiels convergents. Le chapitre 14 clarifie la séparation des canaux et le rôle des comparaisons croisées dans une structure de décision rigoureuse. Le chapitre 15 décompose les observables en 4 couches pour assurer une identifiabilité centrale du signal du bulk. Les chapitres 16 à 18 détaillent nos protocoles, jitter et PLL, interférométrie verticale et dissipation dans les cavités RF. Le chapitre 19 impose le préenregistrement des protocoles et des seuils pour protéger le projet contre les lectures opportunistes. Le chapitre 20 démontre la cohérence d'ensemble, reliant le noyau minimal aux observables différentiels. La cinquième partie explore l'idée d'un milieu physique actif à capacité finie, capable d'absorber et de stocker des contraintes. Le chapitre 21 distingue l'énergie contenue de l'énergie mobilisable, posant les bases de la saturation dynamique du milieu. La commande K décrit la capacité globale du système et la redistribution de contraintes énergétiques. Le chapitre 23 relie disponibilité locale et résistance via la loi de Shuhu et le paramètre local MHU Umhu. Le chapitre 24 développe l'effet Dennis comme réponse non triviale d'un milieu saturé, incluant des réponses différées. Les effets Carmen, Mamolar et Casilda Pacheco décrivent les régimes de seuil et les transitions de propagation. Le chapitre 26 reformule l'ancien vocabulaire en termes d'antisaturation, désignant un milieu plus libre et mobile. Le chapitre 27 clôt le dossier en rappelant sa structure hiérarchisée, du noyau stabilisé aux perspectives encore ouvertes. Merci de votre attention pour cette présentation intégrale de la physique du bulk structuré. Que la science du milieu nous guide. À bientôt. Messieurs, mesdames, bien le bonjour. Nous entamons aujourd'hui une série que nous voulons monumentale sur le cadre TVS-PVSP. Voici notre première partie. Le cadre TVS-PVSP se positionne comme une théorie effective classique.
Il ne prétend pas remplacer immédiatement la relativité générale, mais proposer une reformulation cohérente de certains phénomènes. Prudemment, nous conservons les ancrages de la physique standard pour les champs faibles, tout en déplaçant les différences spécifiques vers des observables supplémentaires. Le premier geste crucial est la distinction rigoureuse entre l'espace, cadre géométrique abstrait, et le bulk, le contenu physique actif. L'espace accueille les objets, le bulk les conditionne. Il constitue le milieu effectif dans lequel les phénomènes prennent place, se propagent, se ralentissent, se modulent ou se contraignent. C'est un substrat structuré. Merci de votre attention. À très bientôt pour l'étude approfondie de notre variable fondamentale état. Messieurs, mesdames, nous abordons maintenant le cœur du noyau minimal, la variable fondamentale état, grandeur centrale décrivant l'état local du bulk. Lorsqu'état est élevé, le milieu est saturé, résistant. Lorsqu'il est faible, le bulk est disponible, ouvert aux transitions physiques. C'est notre variable d'état unique. Nos axiomes sont stricts. Premièrement, le vide est un milieu physique continu, le bulk. Deuxièmement, son état est défini par cette variable état. Troisièmement, la matière est la source de cet état. Quatrièmement, la gravité n'est pas une force première, mais l'émergence des gradients de ce champ. Cinquièmement, le temps reste intrinsèque. Enfin, le noyau minimal doit rester sobre, distingué des extensions avancées comme la mémoire ou la commande K. Cette hiérarchie verrouillée, nous pourrons passer à la dynamique propre du champ. Merci de votre attention. À très bientôt pour la partie 3. Messieurs, mesdames, nous franchissons une étape cruciale en abordant la dynamique propre du bulk. Son état n'est pas statique. Il répond à une équation de champ précise. Cette équation effective comporte 4 composantes. Un terme inertiel, une relaxation interne, une diffusion spatiale et un couplage avec la matière source. Elle régit l'évolution du milieu. Voici notre noyau dynamique. Cette loi exprime comment le bulk diffuse et tend vers l'équilibre, retrouvant le comportement newtonien comme K-limite à courte distance. De cette structure émerge la gravité. Elle est définie comme une grandeur dérivée du champ fondamental liée directement à son gradient local. C'est une accélération émergente. Cette lecture assure une continuité logique entre la matière et les trajectoires observées. La gravité n'est plus une interaction isolée, mais une réponse du milieu. La dynamique posée, nous pourrons conclure sur le statut du temps et des extensions. Merci de votre attention. À très bientôt pour la partie 4. Messieurs, mesdames, pour clore ce premier volet, nous devons aborder la nature du temps. Dans le noyau minimal, le temps fondamental reste intrinsèque. Ce qui varie, ce sont les processus physiques servant à le mesurer. Les horloges ne déforment pas le temps, elles répondent différemment à l'état local du bulk. C'est une lecture opérationnelle, nous comparons des cadences et des phases. Un déphasage n'est pas une altération ontologique du temps, mais une réponse au milieu. Le volet 1 doit rester sobre. Les extensions comme la mémoire causale ou la commande K sont des couches avancées qui ne doivent pas être confondues avec ce socle. Ce noyau constitue notre base la plus stable et la plus publiable. Il fixe le cœur théorique de la physique du bulk structuré. Merci de votre attention tout au long de cette série monumentale. À bientôt pour les futurs développements du bulk. Mesdames, messieurs, nous entamons aujourd'hui une série monumentale dédiée à la dynamique topologique du bulk structuré. Épisode 1, pourquoi la lecture de premier ordre est désormais insuffisante pour caractériser le réel. Dans le noyau minimal, l'état état et ses gradients suffisent à porter l'information. Mais le corpus insiste. Il existe des régimes où 2 configurations partagent le même champ apparent tout en imposant des états distincts au milieu. Le principe central de ce volet est révolutionnaire. La physique peut être relue comme la dynamique des transitions accessibles dans le bulk. Le milieu n'est plus un simple support, mais une structure de possibilités qui autorise ou freine chaque changement d'état. Nous introduisons pour cela un invariant local de structure fine, noté grand IE. Sa mission est de capter la partie différentielle du milieu qui échappe à la seule lecture de l'accélération apparente ou du premier ordre du champ. L'intérêt physique est décisif. Grand IE peut rester non nul alors même que le champ gravitationnel apparent est compensé. Un point peut paraître neutre tout en restant plongé dans un bulk dont la structure fine n'est pas au repos. Le second pilier est la mémoire causale locale, grand M de X et T. Elle représente la capacité du bulk à conserver une trace pondérée de ses contraintes passées. Le milieu n'est plus seulement déterminé par son présent, mais par son histoire locale. Cette compréhension permet d'aboutir à la fermeture avancée du modèle, l'état effectif du bulk, état,
est désormais la somme pondérée de sa structure fine et de sa mémoire causale, fournissant un pont vers les géométries discriminantes. Nous distinguons ainsi la pesanteur faible, simple annulation locale du champ, de la pesanteur forte. Dans la pesanteur forte, le premier ordre est nul, la structure fine est négligeable, et la mémoire est enfin relaxée. C'est la véritable neutralité. L'épisode 1 s'achève ici. En posant ces distinctions, nous avons préparé le terrain pour l'étude des géométries discriminantes et des cas tests opératoires. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour l'épisode 2. Mesdames, messieurs, nous poursuivons notre exploration du volet 2. Épisode 2, les géométries discriminantes ou comment le bulk révèle sa texture profonde. Une géométrie est dite discriminante quand la description de premier ordre ne suffit plus. C'est là que le bulk ne se réduit plus au simple contraste du champ apparent. Les géométries symétriques sont nos alliés. Elles permettent de compenser le champ apparent de premier ordre pour rendre enfin visibles les structures les plus fines du milieu. Considérons le cas majeur. Une sphère homogène face à une coquille mince, de même masse et de même géométrie externe. Pour la physique classique, elles sont équivalentes. Pour le bulk, elles sont distinctes. C'est ici qu'apparaît le contraste structural, noté delta eta AB. Cette grandeur représente la différence d'état effectif du bulk entre nos deux configurations. Le cadre opératoire impose une discipline de fer, maintenir constante la masse et la géométrie externe pour isoler uniquement l'effet discriminant du bulk. L'épisode 2 se termine sur cette signature opératoire. Dans notre prochain volet, nous verrons comment transformer ces contrastes en observables expérimentales. Merci de votre fidélité. Mesdames, messieurs, nous concluons aujourd'hui notre série sur le volet 2. Épisode 3, portée méthodologique et validation. Le volet 2 apporte au projet une véritable capacité de distinction. Il transforme une structure théorique générale en une architecture de distinction précise. Pour que le modèle soit scientifiquement exploitable, il faut passer du contraste structural de structure à une différence opératoire mesurable, l'observable différentiel. Le programme expérimental traduit alors ces contrastes en critères de décision. C'est ainsi que la théorie devient discriminante sans jamais devenir opaque. Le volet 2 est le pivot. Le noyau minimal produit la structure, la couche avancée l'enrichit et l'expérience conclut. Cette continuité fait la force du dossier maître. Nous avons désormais les outils pour caractériser le bulk là où le premier ordre s'efface. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration monumentale de la dynamique topologique. Fin de l'épisode 3. À très bientôt pour le volet 3 et l'étude de la commande K. Au revoir, mesdames et messieurs. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous inaugurons aujourd'hui une série de leçons magistrales dédiées au volet 3, la capacité dynamique du vide. Ce volet constitue notre branche phénoménologique, une généralisation sérieuse au-delà du noyau théorique minimal. Nous l'abordons avec lucidité. Certaines idées seront plus tard resserrées ou réabsorbées, d'autres resteront à l'état de prolongement heuristique. Cette honnêteté renforce notre projet. Le point de départ est cette idée unificatrice. Le bulk est un milieu physique actif à capacité finie, capable d'absorber et de stocker des contraintes. Cela signifie qu'il ne se contente pas d'avoir un état local. Il supporte et redistribue une contrainte selon la géométrie et l'histoire locale du champ. Cette hypothèse introduit une différence fondamentale entre l'énergie présente dans le système et l'énergie effectivement mobilisable pour une réponse physique. C'est ainsi que nous rendons compte des comportements de plateau, de saturation ou de réponse différée sans violer les principes de conservation. Nous avons posé les bases de cette capacité dynamique. Dans notre prochaine rencontre, nous définirons la commande K. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, après avoir posé le cadre de la capacité, nous entrons dans le formalisme. La commande K est la loi de Shuhu. La commande K n'est pas une simple constante. Elle décrit dans quelle mesure un système dispose encore d'une réserve exploitable. Elle intègre l'état de disponibilité du champ et la part du système qui peut être effectivement engagée dans une réponse physique. La loi de Shuhu relie cette disponibilité A à deux grandeurs duales, la résistance dynamique Σ et la mobilité locale μ. Le principe est monotone. Lorsque la disponibilité A diminue, la résistance augmente et la mobilité s'effondre. C'est la dualité fondamentale. Cette dualité est souvent exprimée par un invariant multiplicatif, fixant la logique du couplage entre résistance et mobilité. Le paramètre μ devient alors la traduction opérationnelle de ce couplage, variant selon la géométrie et l'histoire du champ. Nous avons défini les outils du milieu. Dans notre prochaine leçon,
Nous suivrons la chaîne des effets de propagation. À bientôt. Messieurs, mesdames, nous franchissons une nouvelle étape cruciale, l'étude de la chaîne des effets de propagation. L'effet Dennis d'abord, un milieu saturé ne répond plus proportionnellement. L'information se redistribue angulairement, telle une focalisation effective du champ. Suit l'effet Carmen. Ce n'est plus une question de vitesse mais de réserve de parcours. Jusqu'où la cohérence du signal survit-elle dans un bulk contraint? Le régime mammolar intervient lorsque l'effet dépend de l'intégrale du milieu le long du trajet, et non d'une seule lecture ponctuelle. La COP précise cette logique. Ce n'est pas la distance brute qui compte, mais la structure et la texture du trajet dans le milieu traversé. Enfin, le régime Casilda-Pacheco marque un seuil structurel. Au-delà, la reconstruction devient impossible, provoquant des pertes spectrales majeures. Cette chaîne unit le local à l'intégral, formant une architecture cohérente de la propagation dans un milieu à capacité finie. Nous avons parcouru le chemin. Dans notre dernière leçon, nous verrons l'antisaturation et la synthèse finale. À bientôt. Messieurs, mesdames, nous concluons aujourd'hui notre étude du volet 3 par le régime d'antisaturation et la synthèse de nos travaux. Une précision terminologique s'impose. Nous remplaçons l'ancien vocabulaire d'effet antimatière par celui d'antisaturation. L'antisaturation n'est pas une substance, mais un régime de disponibilité du milieu, bulk plus libre, résistance plus faible et mobilité élevée. Ce volet reste articulé au fondement. Il demeure la variable fondamentale. Les effets élargis ne remplacent jamais le noyau minimal du champ. Avec le volet 2, le lien est la mémoire. La redistribution de contraintes prolonge l'idée que le bulk conserve une histoire locale. Ce qui est acquis est solide. La capacité finie du vide, la dualité résistance-mobilité et la structure intégrée du milieu. Plusieurs points restent ouverts. La calibration fine de Carmen ou Mammolar et leur lien avec de futurs protocoles expérimentaux. Ce volet préserve la profondeur de notre projet. Messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre attention fidèle. Fin du volet 3.